On va commencer. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce premier rendez-vous de l'année 2024 de la Titan Academy. Je vous souhaite à tous une bonne année. Je souhaite également la bienvenue à notre conférencier, Monsieur Coste, ostéopathe. Nous aborderons aujourd'hui le sujet de l'approche crânienne, qui est source de discussion dans le milieu médical et scientifique. Et donc, cela sera possible grâce à la contribution d'un expert dans ces domaines, Monsieur Coste, qui étudie depuis de nombreuses années les relations de cause à effet entre le système crânien et les postures adaptatives qui génèrent des troubles occlusaux. Donc, dans le webinaire, vous allez voir à travers des cas cliniques, Monsieur Coste vous montrera comment il a intégré le dispositif Titan, tant pour identifier les troubles occlusaux que pour confirmer le diagnostic clinique et valider la réussite du traitement. Avant de laisser la parole à Monsieur Coste, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Et à la fin du webinaire, nous allons en discuter ensemble. Là, je laisse la parole à Monsieur Coste. Il va se présenter, va vous raconter quelque chose de lui, de son parcours professionnel. Donc, bonne vision du webinaire. À bientôt. Merci Andrea, merci à l'équipe de Titan de me donner la parole et la chance. Et donc, c'est un honneur de pouvoir partager avec vous cette expérience sur la prise en charge de tous ces trous dysfonctionnels en fait, de l'appareil manducateur, hein. Ça fait pas mal d'années que j'ai travaillé là-dessus. J'ai commencé en 2002. J'ai un parcours, on va dire, qui est très orienté dans le domaine, hein, puisque j'ai rapidement, après le mémoire que j'ai pu faire, j'ai réussi à intégrer assez rapidement un centre de chirurgie maxillofaciale. Et puis, j'ai eu la chance que j'ai pu aussi prétendre à m'inscrire à un diplôme universitaire en odontologie à la fac dentaire de Lille, qui était présidé par le professeur Dupas à l'époque. Ce qui m'a donné une certaine légitimité ensuite pour pouvoir un peu développer ce système. Et puis, j'ai intégré le centre qui est devenu un institut de formation, un organe de formation de l'Institut Oroface, en fait, situé sur Aubagne, et qui est doté de plusieurs praticiens de chirurgiens maxillofaciaux, de chirurgiens plasticiens. Et voilà, ça a été une grosse chance de pouvoir avoir cette opportunité, surtout de développer ce qui me plaisait. Et c'est un domaine qui a été très controversé. Il se trouve qu'aujourd'hui, parler de DAM, de SADAM, de DTM, c'est assez large. Il y a aussi d'autres motifs, hein, les céphalées, les vertiges, les acouphènes, ainsi de suite. J'avais eu la chance d'assister à un webinaire qui a été réalisé par le docteur Gérant, je ne sais pas si on dit Gérantes ou Gérante, et Franck Rémigueux, ostéopathe, qui apportait quelque chose d'intéressant sur l'approche neuromusculaire et la reprogrammation neuromusculaire. C'est quelque chose que je partageais. En revanche, je me suis aperçu par expérience que euh, ça, en tout cas pour certains cas, ça ne suffisait pas, en tout cas pour les cas que nous on traitait. Et on ne comprenait pas bien pourquoi le fait de pouvoir reprogrammer musculairement parlant ne permettait pas forcément d'avoir quelque chose de durable dans le temps. Et en fait, il y avait sur certains patients, il y avait des phénomènes récidivants. Euh, donc, on s'est posé la question de se dire ben, peut-être qu'il y a une autre étiologie à prendre en compte, hein, euh, sur le bruxisme, sur le clenching, et d'où ça pourrait venir et pourquoi, à un moment donné, ça perturbe autant ce fameux système. Il se trouve que, on va dire que les troubles occlusaux, c'est une chose, on les comprend, on les conçoit, euh, mais je me suis aussi posé la question de me dire, bah, ok, pourquoi à un moment donné, il y a de telles incidences sur des patients dont la physiologie en réalité est l'inocclusion, puisque c'est
On passe en gros uniquement en occlusion entre 20 et 30 minutes par 24 heures hein, sur les phases de mastication et de déglutition. Et effectivement, vous avez constaté dans vos cabinets que vous avez des gens qui sont particulièrement instables sur le plan occlusal et qui ne présentent pas de troubles ou posturaux, crâniens ou ainsi de suite. Donc voilà. Du coup, j'ai voulu essayer de faire un lien et puis j'avais dans les mains quand même des sensations qui me faisaient dire que sur un plan crânien, alors on va y venir, mais c'était un peu controversé, sur un plan crânien, il y avait des choses qui n'allaient pas chez ces patients-là qui étaient justement récidivants. Le but, c'était, alors certes, on avait des résultats, mais j'avais du mal à le mettre en évidence, j'avais du mal à le reproduire, enfin pas le reproduire personnellement, mais en tout cas le décrire et avoir des éléments factuels. Et je suis reparti un petit peu sur une théorie plus générale, à la fois de la posture, à la fois de la relation crânio-mandibulaire dans son ensemble, en fait. Euh, Sachant qu'en réalité, cette mandibule, elle est à l'équilibre et on est plus sur des trous proprioceptifs à la base que sur des rapports directs. Je vais vous parler rapidement de posturologie et d'occlusontologie pour faire un peu le lien, c'est-à-dire que la posturologie, c'est l'étude de l'homme debout. Hein. On a des capteurs, l'œil, le pied, l'oreille interne, des endocapteurs, la peau, un système viscéral aussi. Tout ça, c'est pris dans un référentiel orthogonal et puis il faut qu'on s'adapte à notre environnement, hein, puisqu'on est dans un environnement qui est gravitaire. Et l'occlusodontologie, elle, c'est par contre l'étude des rapports dento-dentaires, dans une théorie, on va dire, musculaire et neuromusculaire. On est sur un cycle, en fait, sur un lien de capteurs, en fait, primaires et secondaires qui envoient des informations au niveau de l'ordinateur, on va dire, central, hein, qui sont les noyaux vestibulaires du cervelet, et il y aura une réponse adaptée par des muscles tonicotoniques, qui sont des muscles de la posture, ou tonicophasiques, qui sont des muscles plutôt adaptatifs, on va dire, qui vont permettre d'obtenir un équilibre provisoire. Euh, de manière générale, l'espèce humaine, elle est dans un environnement. Cet environnement, c'est l'état de santé de l'espèce et l'adaptation à son système et à son environnement. L'état de santé du système, c'est la compensation sur elle-même avec la partie asymptomatique. Et la maladie, en fait, c'est la part du système qui est en décompensation, c'est-à-dire qui n'arrive plus à s'adapter. Euh, c'est là qu'on commence à voir l'incidence de certains troubles. Alors, forcément, on se centre sur un schéma dit descendant. Bien évidemment, il existe l'inverse, un schéma montant, enfin ascendant. Mais pour l'objet de ce que je veux présenter, je cible plus précisément. Euh, L'état décompensatif au niveau des ceintures scapulaires pelviennes, euh, c'est c'est un état qui est en équilibre sur lui-même. Le but est d'avoir toujours on va dire le triangle de sustentation, hein, le centre de gravité qui passe au milieu du triangle de sustentation. À une inclinaison, va s'opposer une rotation. C'est ce qui va nous donner ces fameuses scolioses. Autant on sait s'adapter dans le plan antéro-postérieur, autant c'est extrêmement complexe dans le plan transversal. Euh, Au niveau des chaînes postérieures, des chaînes musculaires, pardon, c'est assez compliqué. Ainsi, vous le voyez, alors je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je vous montre, mais vous voyez que des désordres du plan d'occlusion, la courbe de Spey, là, euh, vont générer des adaptations sur un plan à la fois de la ceinture scapulaire, à la fois de la ceinture pelvienne et également au niveau, bien sûr, des pieds. On va se centrer un petit peu plus sur la partie, pardon, sur la partie crânienne. La partie crânienne, pour vous dire qu'en fait, le crâne, c'est la spécificité, on va dire, ostéopathique. C'est au lieu de voir le crâne comme étant une seule sphère immobile, fixe, on le, on l'appréhende comme un bulge en 3 dimensions de 22 os hein, qui forme le crâne, avec bien sûr la mandibule en plus, qui lui est le fameux os mobile, articulé, et l'osioïde. Quand on regarde anatomiquement parlant un crâne, on s'aperçoit, et c'est Ducouli anatomiste, qui avait décrit cela, il y a des zones de passage de force, bien évidemment. Le crâne, il n'est pas,
on va dire, homogènes en densité, hein. Il y a des zones de plus forte densité, des zones, on va dire, des tables fines, des tables épaisses, enfin, des épaississements, et on va décrire des zones de passage. En fait, vous avez des renforcements et des piliers par lesquels passent les forces qui transitent, en fait, qui sont émises par les contraintes masticatrices ou de serrement, et qui vont se diffuser à l'ensemble de la voûte crânienne par des zones bien précises. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le maxillaire, en fait, n'est qu'un lieu de passage des forces. L'intégration des contraintes, mécaniquement parlant, en fait, elles vont se diffuser sur la totalité de la sphère crânienne. Et c'est ce qui permet, en fait, d'absorber des forces colossales, hein, puisqu'on a des pressions de l'ordre de jusqu'à 400 kg au centimètre carré de pression lorsque vous serrez très fort les dents. Je vous ai mis une petite animation, certes, qui a quelques années, puisqu'elle a plus de 20 ans, mais elle a le mérite d'exister. En soi, c'est juste un modèle, une présentation, on va dire, qui me permet d'essayer de vous, pour, pour les personnes qui sont pas ostéopathes et qui n'ont pas eu de crâne dans les mains, d'imaginer un petit peu ce que nous, ostéopathes, on peut ressentir. Alors, bien évidemment, c'est une schématisation, hein, euh, mais c'est assez proche de ce qu'on pourrait décrire, en fait, sur de la physiologie. Donc, on a des coupes, et vous voyez qu'on a une sensation, en fait, euh, de mobilité, si vous préférez. Alors, bien évidemment, elle est minime, mais on est capable de la percevoir, aussi bien dans le plan transversal que dans le plan antéro-postérieur. Et ce que vous voyez matérialisé ici, ce sont ce qu'on va appeler les membranes de tension réciproque, à savoir la faute du cerveau et la tente du cervelet. Et nous avons ici le fameux principe de la SSB, c'est un fils phélobasilaire, hein, qui relie l'occiput, pardon, la base de l'occiput, pardon, au sphénoïde. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà pour cette petite animation. Ça va me permettre de vous expliquer ce que nous on a dans les mains et ce que j'intègre là-dedans. Le trouble occlusal, ben, on va y passer très rapidement, hein, c'est des dysmorphies, des dyspraxies, qu'elles soient squelettiques, congénitales, acquises, multifactorielles, enfin bref. Euh, il y a plusieurs types de troubles, hein. On a les troubles de la cinétique mandibulaire, les troubles parodontaux, les troubles occlusaux. Je passe vite, après si vous voulez revenir dessus, on verra par rapport aux questions. Bien évidemment, la langue est particulièrement impliquée parce que la langue est un muscle. euh, on va le voir un petit peu plus en détail, mais qui a la capacité à créer des points de tension et qui peuvent bien évidemment contrebalancer les troubles fonctionnels. Les dysfonctionnements articulaires, on va regarder les anomalies du complexe condyloméniscal. On va regarder les incompatibilités de surface, on va regarder les caractères inflammatoires, hein, qu'il faut enlever, bien évidemment des maladies dégénératives des ATM, qu'on pourrait avoir comme de l'arthrose par exemple. Je vous ai mis un cas ici de scanner en reconstruction 3D. On voit bien le remaniement qui se passe au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Donc, sur ce condyle-là, vous voyez la spéricité du condyle et le condyle du temporal en regard, ainsi que les reliefs d'insertion musculaire. Sur le côté opposé, vous voyez qu'il y a une usure qui est relativement, qui est très nette, hein, et qui est importante, hein. On voit l'angle avec le coronet qui est limité. On voit bien l'abrasion de la tête condylienne de la même manière que l'abrasion du condyle du temporal. Ben ça, vous imaginez que la perturbation proprioceptive qui peut se passer à l'intérieur de cette articulation est relativement importante. Euh, voilà. Donc ça, comme ça, c'est en comparatif. Le cas de cette patiente, par exemple, c'est une patiente qui a décompensé à l'âge de 41 ans avec une scoliose qui a pris 15 degrés au moment de sa ménopause. La prise en charge d'une dame, ben, comme vous, hein, c'est l'anamnèse, la recherche des bruits articulaires, la cinétique de l'ouverture buccale, la palpation musculaire, articulaire, ainsi de suite, les rapports dento-dentaires, bien évidemment, la posture de la langue, c'est la déglutition, le type de déglutition, aussi de bien regarder les annotations, pourquoi la langue pousse
ou se met en appui, s'interpose ou non. Et puis on peut s'aider avec des examens paracliniques, hein, un panorex bien évidemment. Alors idéalement le panorex c'est bien qu'on puisse avoir une vision de l'ossioïde aussi, parce que ça donne des indications sur les dystonies musculaires. Le profil bouche ouverte et bouche fermée pour pouvoir comparer la translation du condyle articulaire, enfin du condyle mandibulaire, pardon. Et maintenant, on a à notre disposition le Titane, qui est un appareil assez extraordinaire qui va nous permettre à la fois de quantifier et de matérialiser le désordre et la dystonie, mais aussi qui va sur un plan didactique, faire sur un plan euh, de la relation praticien à praticien ou praticien à patient, va nous permettre de définir ce dont on parle. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que euh, l'occlusion crânienne, enfin pardon, l'occlusion a des rapports, on va dire, au niveau intracrânien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation entre la force d'occlusion et le système du romérien. Et ça, on est sur de la neuroanatomie parce que ce sont les rameaux méningés du trijumeau. Euh, on sait donc que beaucoup de traumatismes qui engendreront des tensions à ce niveau-là vont gagner le plan crânien. Et comme tout système, il va essayer de s'équilibrer. Et il y a un mécanisme vital qui est adaptatif, hein, qui est le principe du contracté-relâché qui peut occasionner du serrement dentaire, du grincement. Ça peut être une des étiologies possibles du bruxisme. Et pas que le stress, comme c'est souvent souligné. Effectivement, moi, dans la patientèle, dans les gens qu'on suivait, euh, on avait effectivement des bruxomanes ou des gens qui font du clenching et qui font du serrement pur, euh, mais qui n'avaient pas on va dire, d'origine potentielle liée au stress. Donc ça, c'est très important, c'est la relation entre neuroménager et le système occlusal. Le trijumeau, ben voilà, nerf sensitif et sensitivo-moteur, bien sûr, nerf sympathique, hein, avec une relation avec un système noradrénergique, une relation avec le système des ganglions ophtalmiques, sphénopalatins, otiques, inconstant certes, mais il existe. Et très important, la relation avec les nerfs oculomoteurs, c'est-à-dire le 3, le 4, le 6, le 5 bien sûr, et le 11, le spinal, par la bandelette longitudinale postérieure d'association. On est vraiment sur une structure neuroanatomique en regard du tronc cérébral. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des conséquences adaptatives, bien évidemment, à toute asymétrie occlusale, hein, puisque les muscles masticateurs vont s'activer, mais de manière un petit peu anarchique. Ce schéma, pour vous montrer plus précisément le lien, alors c'est bien sûr toujours extrêmement schématique, mais ça a le mérite de montrer les différents liens. Le ganglion sphénopalatin, tout le plexus péricarotidien et la relation avec la chaîne cervico-spinale, qui montre bien que le trijumeau a un lien direct avec ça. Et on se retrouve aussi avec des neurostimulations, des névralgies d'Arnold, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, souvent, les névralgies, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles peuvent venir de ce système. Anatomiquement parlant, la langue, il faut la voir comme cette espèce de complexe, on va dire le volume, hein, c'est-à-dire qu'on prend effectivement la langue, le dos de la langue, mais on a aussi les muscles styloglosse, hyoglosse et styloïdiens qui sont très importants dans la stabilité du plancher et dans la stabilité de l'osioïde et des dystonies de la région des sus et sous-hyoïdes. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Et là, on commence à faire un peu plus le lien du hamac musculaire que représentent les muscles susioïdiens par rapport aux muscles sous-hyoïdiens. Et on voit bien cette notion de poulie de réflexion en regard de l'osioïde. On voit bien aussi, maintenant on remonte un petit peu au niveau crânien, sur les régions, la région mastoïdienne, hein, sur la région du digastrique, puisque c'est là que s'insère le muscle qui permet, un des muscles qui permet d'ouvrir la bouche. Et on va voir que, il y a beaucoup d'incidences avec des traumatismes de la région occipito-mastoïdienne. On va passer à des cas cliniques pour essayer d'un petit peu, on va dire, traduire ce que j'ai essayé de vous dire. Euh,
j'en reviens en fait à la notion de qu'est-ce que c'est qui m'a amené à faire ce lien. Lorsque j'avais un désordre occlusal, en tout cas positionnel de la mandibule, je m'apercevais que sur un plan crânien, j'avais également un désordre. Mais le fait de corriger le désordre mandibulaire, la posture mandibulaire ou la parafonction mandibulaire, en fait, ne résolvait pas forcément ma problématique crânienne. J'ai pris le problème à l'envers et j'ai essayé de tester différemment. C'est-à-dire que j'ai essayé de prépositionner ou de la mandibule dans certaines latéralités, certaines latéropulsions ou contraintes en tout cas. Et je me suis aperçu qu'en fait, lorsque le patient se positionnait de la sorte, ça occasionnait la correction sur un plan crânien. Donc on en revient à la notion de la globalité, de l'équilibre crânio-mandibulaire dans son ensemble lors des phases de contact. Le crâne peut être équilibré sur lui-même sans le contact de la mandibule, le contact occlusal. En revanche, lorsqu'il est en déséquilibre, il va essayer de se corriger et il va induire des attitudes parafonctionnelles. Lesquelles attitudes parafonctionnelles, en fait, ce sont ni plus ni moins que des mises en pression mécanique qui ont pour but de faire céder un système, enfin, en tout cas une restriction. Dans ce cadre-là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que la restriction va céder, auquel cas les choses rentrent dans l'ordre. La deuxième solution, c'est que la restriction ne cède pas. Et là, on commence à rentrer dans une chronicité, c'est-à-dire que le patient va mettre en place cette stratégie positionnelle, en fait, qui, en définitive, sert à le corriger. Donc, vous comprenez qu'il est, dans ces cas-là, en tout cas, il est très difficile de corriger par on va dire une rééquilibration occlusale, puisqu'en fait, c'est pas l'occlusion qui est en cause, c'est vraiment la problématique crânienne et l'occlusion ne sert que de mise en pression pour pouvoir justement faire céder ce système. Bien évidemment, le principe que vous avez vu tout à l'heure sur les schémas de rapport de force, ça peut aussi expliquer que toute force qui est transmise à la sphère crânienne par les dents, les groupes de dents, si elle ne trouve pas le moyen de diffuser de manière homogène sur la structure, ben, c'est le principe d'une force, c'est-à-dire qu'elle va être envoyée à sa région émettrice. Si l'émetteur c'est la dent, ben, il se peut que la dent, à un moment donné, subisse des contraintes puisque cette force ne diffuse pas. C'est elle qui va l'absorber, et en l'absorbant, eh ben, il peut y avoir des fractures d'une dent, il peut y avoir des déchaussements, il peut y avoir des microtraumatismes qui vont amener à des troubles parodontaux avec des régressions gingivales. Voilà, donc c'est en ça que c'est important d'arriver à trouver ce système à l'équilibre. Euh, le rapport aussi dentaire permanent ou récidivant, chronique, en dehors des temps de mastication et de déglutition, il est aussi occasionné par des perturbations, on va dire, proprioceptives de l'articulation temporomandibulaire. L'articulation temporomandibulaire, elle permet d'informer, bien sûr, et la physiologie reste l'espace libre. Cet espace libre que vous sautiez, vous n'avez pas les dents qui claquent entre elles, donc il y a une régulation permanente entre les abaisseurs et les élévateurs. On rentre dans quelque chose d'équilibré sur un plan neuromusculaire et tonique. En revanche, des hypertonies de muscles élévateurs, si vous voulez rester dans l'inocclusion, nécessiteront une hypertonie des muscles abaisseurs et inversement. Donc on peut très bien maintenir un équilibre, on va dire, dans l'hypertonie. Cependant, comme sur un mat de bateau, vous imaginez que si les haubans d'un mat de bateau sont très tendus d'un côté comme ils le sont tendus de l'autre, à terme, le pied de mât va souffrir parce que la charge mécanique sera beaucoup plus importante. Pour ces cas cliniques, du coup, j'ai choisi bien sûr des cas qui sont très révélateurs de ce type de trouble, hein. Il est évident que les cas cliniques qui nous passent entre les mains ne sont pas tous comme ceci. Mais cela me permettait en fait de vous montrer les incidences de manière spécifique. Euh, donc, alors ça, c'est un premier cas, on va vite le survoler celui-ci parce que
c'est une chirurgie orthonatique, le fort 1 et 2, où vous voyez qu'il y a une reprise chirurgicale après pour avoir une décompression du nerf mandibulaire. Euh, Pareil, un confort du patient, sans parler du trouble esthétique. Mais on s'aperçoit qu'on a quand même voilà, un effet de torsion qui est très important et qui est très traumatogène. Alors, on va passer sur le cas clinique numéro 1. Ce cas clinique numéro 1, c'est une patiente qui se retrouve avec des douleurs prétragiennes de l'articulation temporomandibulaire, donc gauche, une dyskinésie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un trouble avec un mouvement en baïonnette et une limitation d'ouverture buccale. Elle présente une douleur temporale gauche, surtout sur le faisceau antérieur, massétérine, ptérygoïdien et bien sûr les sternocléidomastoïdiens. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que lorsqu'elle se positionne d'une certaine manière sur le plan mandibulaire, elle corrige cet équilibre. Bien sûr, le fait de se positionner de cette manière-là, euh, c'est stimulé par des muscles, c'est activé par des muscles, et ces muscles ben, n'ont plus leur repos de manière physiologique, et on commence à rentrer dans une hypertonie et une dystonie du système. Donc, je vais vous montrer l'ouverture de la bouche, voilà, avec un ressaut, une limitation de veine. Donc, elle n'a pas de pleine amplitude à l'ouverture. On avait retrouvé déjà une translation en fait sur cette patiente, mais lorsqu'elle se verrouille, elle perd complètement la translation et elle ouvre en latéralité gauche uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de translation du condyle de l'articulation temporomandibulaire à gauche. On est simplement sur un effet de rotation. À noter sur ce bilan et sur l'examen, voilà, ce qui est intéressant, c'est la relation au niveau du barycentre. On s'aperçoit qu'on a un barycentre postérieur. Là, c'est bien. Ça veut dire qu'on a quand même une prédominance de travail des muscles masséters. Les temporaux, on a par contre un temporal droit qui est plus marqué que le temporal gauche, mais on est sur des valeurs quasiment proches de la normale. En revanche, au niveau des masséters, là, on voit bien la dystonie droite-gauche, c'est-à-dire que le masséter gauche est très prédominant sur le masséter droit. Et bien évidemment, ça engendre un effet de torsion. Et là, l'effet de torsion il commence à être significatif et perturbe la patiente. L'impact, ben, on sent bien le caractère nociceptif et donc on a une limitation de l'impact, mais qui est typiquement liée à la douleur. Alors voilà ce qu'on obtient sur une seule séance. Encore une fois, le cas est vraiment spécifique de ma présentation. L'approche, c'est quoi? Ça a été une normalisation, on va dire, des muscles sus et sous-hyoïdiens. La normalisation, c'est une approche, qu'elle soit directe ou indirecte, myotensive, qui vise à retrouver la mobilité qui est perdue ou en tout cas qui est limitée. C'est-à-dire qu'un système doit pouvoir bouger dans sa pleine amplitude. Il peut ne pas être en dehors des amplitudes physiologiques, mais même au sein de sa physiologie, il peut avoir une limitation. C'est ce qui était le cas pour cette patiente. Et donc, en fait, on redonne la mobilité de la structure qu'il a perdue de manière à le faire fonctionner de manière la plus symétrique possible et la plus libre possible. Sachant bien évidemment qu'à partir du moment où on libère les tensions des muscles sous-hyoïdiens, ou sus-hyoïdiens en tout cas, au niveau du plancher, on a de fait une réaction de relâchement sur les muscles élévateurs de la mandibule, à savoir les temporaux et les masséters. C'est ce qui nous intéresse ici. Et on voit que très rapidement, alors oui, bien évidemment, au niveau crânien, il y avait la région qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire l'occipito-mastoïdienne gauche. Et on obtient rapidement un équilibre crânien. Et là, on n'a plus besoin d'avoir le contact de la mandibule. Euh, Bien évidemment, le but, c'est d'avoir un équilibre crânien en occlusion, mais en norme-occlusion, et non pas en latérodéviation, latérοπulsion.
On voit que l'impact, il est passé très rapidement de, je sais plus, 28,8 à 80,6. Donc, vous voyez que c'est immédiat. Donc, c'est pas une douleur dentaire, là, bien évidemment, dans ces cas-là, hein. Euh, la torsion, bah, c'est quasiment corrigé. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en peu de temps, sur un cas qui a quand même un démarrage qui est un petit peu avec un beau déséquilibre, on obtient quelque chose de très stable. Et ça, c'est le genre d'approche. On a un recul maintenant sur plusieurs mois où on est à peu près tranquille avec cette patiente. Le deuxième cas, alors j'ai un petit souci sur mon écran, je vois pas tout, donc je suis désolé. Donc ça, c'est un monsieur. Ah, voilà. Donc, c'est un monsieur qui se plaint de céphalée chronique, hein, fronto-orbitaire, temporale droite, ça fait 1 an, c'est rebelle au traitement aux anti-inflammatoires, ça ne s'aide pas. Il prend des antimigraineux, il est sous triptan. Il présente de temps en temps une névralgie trigéminale du 5-3. Et à l'anamnèse, en fait, on s'aperçoit que c'est des troubles qui sont apparus après la pose d'une couronne sur la 14. L'ouverture buccale, elle est pas mal. Elle n'est pas de pleine amplitude. Il y a une petite limitation, elle est à 39 mm, mais on va dire qu'elle est assez correcte. Il y a une déviation par contre. Euh, donc on sent qu'il y a une trouble de la translation. Et on a quand même une douleur assez nette au niveau du faisceau antérieur du temporal droit et du ptérygoïdien latéral droit. L'approche thérapeutique, dans ce cas-là, euh, vu qu'on est sur un trouble enfin en tout cas des douleurs neuro associées, l'hypertonie du ptérygoïdien, souvent ça congestionne au niveau de la fosse ptérygopalatine et on a un ganglion sphénopalatin qui est, on va appeler ça chargé. Voilà, faut le drainer pour qu'il arrête d'envoyer des informations. Donc l'approche, ça a été un relâchement du ptérygoïdien latéral, toujours pareil, direct, euh, mais alors ça c'est assez douloureux pour le patient, mais ça permet quand même d'être assez efficace et de faire un drainage de la fosse ptérygopalatine, voilà, pour décongestionner ce ganglion sphénopalatin. Si on regarde les constantes euh, de l'enregistrement, on s'aperçoit que on a au niveau des temporaux une prédominance du côté droit et on marque de toute façon bien, ça reflète bien en tout cas les troubles pour lesquels le patient consulte. On a une torsion qui est importante. Et donc, pareil, hein, on retrouve ces fameuses douleurs, on va dire, latérales au niveau de la mandibule. Voilà ce qu'on va obtenir juste après cette correction, à savoir le relâchement du ptérygoïdien latéral et de la fosse ptérygopalatine. On passe tout de suite à ça. Alors ça, c'est quoi? Ben, vous allez voir que le POC des temporaux, il est quand même rapidement corrigé, hein. On passe de 45 à 89%. C'est-à-dire que donc, on rééquilibre le travail des deux temporaux assez rapidement. On est toujours sur une prédominance de travail antérieur, hein, des temporaux quand même dans ce cas-là, parce que bon, ils ne passent pas en un seul coup. La torsion, c'est bien corrigé. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, toujours ce barycentre qui est assez antérieur. Ce patient, on avait parlé de la 14. La 14, alors il y a une couronne sur la 14, hein, là-dedans, il y a une, en fait, quand on teste au niveau crânien, on s'aperçoit que dans ce cas-là, en réalité, il y a un trouble de la dent elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on va tester les dents dans la structure dento-alvéolaire. La dent, elle a une résilience mécanique, elle a un micro-mouvement, euh, et souvent, c'est assez traumatogène pour un patient d'avoir une dent qui perd de sa mobilité. Euh, on a tendance, enfin, les dentistes, vous avez tendance à, à travailler sur du meulage sélectif, remettre un petit peu en sous-occlusion. Et en fait,
Il y a des cas où c'est pas la problématique de sous-occlusion, ou en tout cas c'est pas l'impact lui-même, mais c'est le fait que la dent n'absorbe pas la contrainte mécanique. Et là, paradoxalement, le patient va essayer de faire céder cette résistance. Et pour faire céder cette résistance, ben, il n'a pas trop d'autre solution que de mettre de la pression mécanique de manière constante sur cette zone pour essayer de la faire lâcher. C'est ce qui occasionne ces fameuses parafonctions. Donc, le but, c'est de reconférer de la mobilité à cette structure. Et vous voyez que rapidement, on est passé quelque chose de, voilà, sur les masséters qui n'appuyaient plus, sur, bon, la torsion elle est à peu près similaire, hein, de toute façon. Le barycentre, par contre, lui, tout de suite, hop, il s'est repositionné. Il est toujours antérieur, mais il s'est rapproché de la normale. Voilà, donc là, j'ai enlevé l'étape intermédiaire et je vous montre simplement on va dire le début de la consultation et la fin de la consultation. Ça se passe en une seule consultation. Il y a une reprise enfin d'enregistrement justement pour voir l'évolution, mais on voit bien la différence entre le début et la fin sur des approches qui sont purement biomécaniques. Voilà, donc on voit bien ici le travail, hein, des muscles qui se recentrent, même si on a toujours une prédominance temporale. Mais bien évidemment, le confort du patient, il est immédiat, hein. Et puis, je vous montre un dernier cas clinique. Alors, j'ai essayé de vous montrer trois cas un petit peu différents, dans lesquels un, c'est une problématique crânienne pure, l'autre, c'est une problématique avec une restriction mécanique sur une dent. Le troisième, c'est dans un contexte post-chirurgical, c'est-à-dire qu'on est quand même dans de l'aigu. On est à J+15 d'une chirurgie orthodontique de l'Effort 1, avec une génoplastie, mais enfin ça, ça n'a pas beaucoup d'incidence. On a bien sûr un très gros confort occlusal, on a une limitation majeure de l'ouverture buccale parce qu'on est à 9 mm d'ouverture et d'énormes douleurs crâniennes chez cette jeune dame. Voilà, J+15, ce qu'on peut obtenir, hein, on est extrêmement antérieur sur la notion de barycentre. On a un temporal gauche qui est ultra prédominant euh, par rapport, euh, par rapport au droit, hein, c'est très net. Euh, et vous voyez qu'on a un impact énorme. Donc vraiment, il y a un très gros appui euh, au niveau dentaire parce que ben, justement, cette douleur, en fait, elle ne peut la compenser que par ces hyperappuis. L'approche crânienne, ben voilà, c'est ce qu'on va appeler une première intention, hein. Alors forcément, on a J+15, donc on ne touche pas au niveau squelettique, au niveau de la zone qui a été opérée. En revanche, rien ne nous empêche de travailler à distance. Donc, on va travailler sur sur les régions occipito-mastoïdiennes dans son cas, à droite et à gauche beaucoup plus marquées, et sur les régions ptériques. Donc, voilà, on est vraiment au niveau crânien pur. Euh, et là, comme par hasard, le fait que les forces puissent déjà se soulager un petit peu, on a une amélioration qui est assez nette dès la première intention. Et là, dans son cas, on a vraiment touché que le crâne et on n'a pas du tout touché au niveau musculaire à ce stade-là. Ouais, vous voyez que l'époque des temporaux, si je reviens un petit peu en arrière, on était à 53, on passe déjà à 81. On est très proche de la norme quasiment instantanément, juste avec l'approche crânienne. Barycentre, bah lui, c'est toujours pareil, il est toujours antérieur, mais vu le contexte, c'est complètement normal, hein. On est qu'à J+15 de ce type de chirurgie, donc ça, il ne faut pas en tenir compte. En revanche, vous voyez l'impact, on a un impact qui est beaucoup plus raisonnable. Certes, il est encore dans le rouge, mais il est très proche de la normale. En fait, le fait d'avoir décomprimé ce système crânien, si on peut schématiser un petit peu, ça a conféré un soulagement immédiat au niveau des contraintes biomécaniques de serment.
toujours, la même patiente est toujours dans la même séance et j'ai tenu à ce que les différents examens soient faits au cours de la même séance pour voir justement l'évolution au cours d'une seule séance. Euh, voilà, là on passe sur l'approche musculaire, c'est-à-dire que le premier coup on n'avait pas du tout touché les muscles. Là on touche les muscles, on est vraiment sur la partie sus et sous-huilienne. L'ossuaire, vous avez remarqué que il est quasiment constant dans toutes les problématiques. Et voilà, on a un résultat qui est immédiat sur la crispation, en fait. Ça, c'est super important. Alors, on retrouve un peu effectivement de l'impact, euh, mais bon, on a, dans la même séance, on est passé de 9 mm à 21 mm. Donc, on a quand même gagné 12 mm sur une seule séance dans un cas de chirurgie orthodontique à J+15. Voilà, donc c'est assez, euh, c'est assez important et vous imaginez que pour le confort du patient, c'est vraiment ce qu'on recherche. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez la première étape et la dernière étape, hein. Bien sûr, j'ai enlevé encore une fois l'étape intermédiaire, mais voilà ce qu'on peut obtenir en une seule séance sur ce type de prise en charge. Avec, on voit bien sur cette partie-là, euh, on va dire qu'on fait retravailler à nouveau les masséters, on va faire travailler un petit peu le temporal. Voilà. Donc, bien sûr, on est qu'à J+15, mais sur un plan du confort du patient, on a quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première approche. Je ne sais pas si j'étais trop rapide ou pas assez rapide. Merci, merci beaucoup, Monsieur Coste, pour avoir parlé un peu de votre approche thérapeutique et avoir partagé vos connaissances acquises au cours des années d'études et des pratiques cliniques. Donc, comme vous l'avez souligné, à juste titre, le titane devient un outil fondamental pour objectiver certains aspects cliniques. Et j'aimerais aussi rajouter que à travers le Titan, on peut mieux communiquer tant avec les professionnels de la santé, donc améliorer aussi la relation entre, par exemple, l'ostéopathe, les dentistes, les physios, les posturologues, mais aussi avec le patient. Donc, que ça reste toujours le point central de notre traitement. Moi, j'ai aussi des curiosités, donc j'aimerais vous poser quelques questions en entendant que quelqu'un d'autre va écrire d'autres questions dans les chats. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est en fait sur les résultats des tests Titan, si s'ils sont toujours confirmés avec vos tests ostéopathiques crâniens. Donc, est-ce qu'il y a toujours une corrélation entre les deux choses ou ça vous arrive aussi d'avoir des résultats euh, pas correspondants entre les deux choses? Alors, en effet, c'est une bonne question. Ça a été ma première constatation. J'ai eu certains cas où effectivement j'étais en parfaite corrélation. Et puis j'ai certains cas où j'avais une discordance qui était assez importante, quoi. Voilà. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur. Alors, première, au début c'était perturbant parce que on se dit, ben tiens, j'ai quelque chose dans les mains et finalement ça se traduit pas forcément comme je l'imaginais ou comme je le voudrais. Mais à force, je me suis aperçu que justement, il fallait d'abord euh, que j'élimine certains parasites sur un plan parasitage, sur un plan crânien justement, pour obtenir des résultats qui étaient plus en adéquation avec ce que je sentais. Le problème que j'ai eu aussi, voilà, c'était de se dire, ben, c'est une grosse période de doute en fait quand vous avez quelque chose dans les mains. Le but, c'est d'avoir cette fameuse traduction, on va dire, par le biais des examens, hein, par le biais de l'enregistrement. Et surtout aussi, ce qui me perturbait, c'est que j'avais certains enregistrements qui étaient effectivement pas bons, enfin, en tout cas pas comme je pensais qu'ils soient, mais que le patient, lui, sentait
ben, une amélioration ou une stabilité. Alors autant ma, ma sensation avec on va dire le ressenti du patient, elle est quasiment tout le temps en adéquation. Autant avec le Titan, j'ai eu un petit peu de mal au début. Alors maintenant, mais c'est peut-être plus ma manière de positionner, ma manière d'enregistrer qui a fait ça, ouais, tout à fait. Merci pour la réponse. Entre-temps, je vois que quelqu'un souhaite vous poser des questions. Alors, donc, la première que je vois dans le chat, c'est de la part du docteur Vidal. Et vous pose, je ne sais pas si vous pouvez les regarder directement, mais je peux vous les lire. Il vous demande si les douleurs ou les problèmes on parle du cas clinique numéro 1. Donc, si les douleurs ou les problèmes sont arrivés avant ou après l'injection de acide hyaluronique dans les lèvres du patient. Par rapport à la génioplastie? Non, elle vous demande en fait si les douleurs, en général les problèmes du cas clinique numéro 1 sont liés. Donc, il y a une corrélation avec l'injection de Non, acide hyaluronique que la patiente, j'imagine, a fait. non, Il n'y a pas de corrélation. non, non, Ok, aucune corrélation avec ça. C'est euh, ok. c'est c'est vraiment. Alors, euh, c'est une patiente à qui j'avais demandé de revenir justement pour, parce que je savais que c'était un cas qui pouvait correspondre à ce que je voulais montrer. Euh, pour faire simple, il y a une problématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est une perturbation posturale de la langue en fait, dans son cas. C'est une hypertonie de la langue pour des raisons. Alors, il y a le docteur Michel Clausade dans l'orthoposturodontie qui a très bien décrit ça, hein, sur des troubles, on va dire, psycho-émotionnels. Euh, Mhm. on a des activations. Alors, je ne l'ai pas développé là-dedans hein, parce que c'était pas l'objet du truc, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille, enfin, en tout cas, je travaille beaucoup là-dessus. Des postures parafonctionnelles de la langue, en tout cas, des interpositions ou des poussées mécaniques de la langue. Et le problème dans son cas, c'est que elle fait une poussée interarcade et en fait, elle rétruse pour maintenir cette poussée. En fait, c'est une opposition entre la poussée linguale et ça. Dans son cas, pour stabiliser, parce que elle bloque certaines zones au niveau crânien et tout ça. Euh, En revanche, j'en connais l'origine en partie et je sais que sa langue, sa langue est probablement primaire dans cette situation, en tout cas dans la notion de récidive. Du coup, elle a aussi des exercices d'étirement de la langue, une gymnastique linguale en fait, hein. Le même type que celle qu'on pourrait donner dans les BTV, les bienvences tubaires volontaires, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille vraiment, je vais vous montrer un petit peu, si je peux repasser sur certaines diapos, voilà. On va travailler essentiellement voilà, sur le stylo-gloss, le yo-gloss et le stylo-yoïdien par des exercices spécifiques, de manière vraiment à libérer cette dystonie et cette hypertonie finalement qui est marquée. Elle a une langue qui est particulièrement indentée. C'est en ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait bien vérifier les marques qu'on peut avoir, aussi bien les abrasions sur les dents que les petites blessures ou les petites marques qu'on peut retrouver sur les bords de langue. Ok, merci pour la réponse, Monsieur Coste. Le docteur Bech, par contre, il vous demande comment palpez-vous les périodiennes latérales et comment le détendez-vous? Il vous demande un peu si vous avez des tests cliniques, quels sont les tests cliniques et que vous faites d'un point de vue thérapeutique, justement pour le détendre, le relâcher. La palpation, elle est directe en fait, c'est sur le rebord alvéolaire, hein. On va jusqu'à la tension du muscle. Euh, c'est une forme on va dire, de ponçage si vous préférez. Alors bien sûr progressif, hein, c'est pas, euh, mais effectivement on essaye de redonner de la souplesse en fait à cette barre parce que le problème c'est que le muscle il est très court, il est très dense
Et donc, et surtout quand il est sollicité de cette manière, alors il est déjà très douloureux à la base. Là, il est excessivement douloureux. Donc, voilà, c'est une approche progressive, mais qui est totalement directe, en passant par le rebord alvéolaire externe. Ok, merci. Je vois qu'il y a encore quelques questions. La différence entre Titan et d'autres moyens diagnostiques, par exemple Mojo, ou si vous utilisez d'autres outils numériques, euh, toujours afin de mieux comprendre ce qui est lié aux troubles occlusaux ou en général au dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. Alors personnellement, je n'utilisais pas jusqu'à présent de dispositif de ce type-là. L'examen était essentiellement clinique et paraclinique, à savoir des radios ou scanners euh, en bouche ouverte et bouche fermée. Et après, c'est une analyse du diagramme de Farrar, une prise de mesure pour voir les déviations et essayer vraiment d'être au plus proche alors, j'ai eu travaillé sur les axiographies, voilà, mais bon, alors c'est très révélateur, c'est très bien parce qu'en plus sur un plan médico-légal, c'est important, hein, une axiographie. Mais sur un plan clinique, ça m'apportait pas beaucoup plus que euh, que l'analyse, voilà, de la cinétique de l'ouverture buccale, euh, et à savoir vraiment de faire la différence entre euh, une luxation réductible, irréductible, synchrone, asynchrone, bilatérale ou pas. Enfin, ça dépendait parce que, comme on disait tout à l'heure, la problématique souvent, c'est qu'elle intervient dans le cadre d'une dysfonction unilatérale initiale et qu'elle s'étend souvent sur une dysfonction bilatérale. Le problème majeur qu'on a dans les troubles de l'articulation temporomandibulaire, quand il s'agit d'un problème de l'articulation elle-même, et non pas dentaire, c'est qu'on a une tendance à mastiquer, même pas une tendance, on a une mastication qui se fait du côté pathologique. Euh, Parce que, paradoxalement, c'est sur un plan de la translation et du cône de mobilité de l'articulation, c'est là où on aura le moins d'amplitude par rapport au côté non travaillant, qui va s'appeler, comme son nom l'indique, le côté orbitant. Et donc, bizarrement, on a tendance à mastiquer du côté travaillant. Et du coup, on génère cette dystonie. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et c'est là que ça devient intéressant par rapport à la langue, c'est que la mastication, c'est une chose, mais le bol alimentaire, il est maintenu sur l'arcade dentaire entre la langue et la joue. Et donc, on a une stimulation musculaire de la langue essentiellement latéralisée. Voilà. Et rapidement, c'est en ça que je vous disais de faire des radios et des panoramiques un peu plus larges où on voit le positionnement de l'ossioïde. On voit très bien sur certaines radios. C'est dommage, j'ai pas pensé à vous en mettre. À des radios, des panoramiques où on voit parfaitement la latéralité de l'ossioïde, quoi. Et ça, c'est très significatif sur une radio. Merci, merci pour la réponse. Je vois qu'il y a encore le docteur Bokinski. Il vous demande quelle norme utilisez-vous pour vos mesures? Quel, pardon? Quelle norme utilisez-vous pour vos mesures? C'est-à-dire de l'ouverture buccale? Oui, probablement. Alors, c'est pas spécifié. De millimètres, Ok, aussi bien en ouverture qu'en latéralité. merci. Encore, De millimètres, hein, là. J'ai encore une question à vous poser. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez pu trouver des similarités entre d'autres examens d'imagerie médicale, comme par exemple IRM dynamique ou autres, avec le diagnostic fait par le système Titan? Oui, alors oui. Enfin, c'est difficile de vous répondre à la question de manière euh, affirmative de la sorte, mais oui, quand on trouve un trouble, si vous avez un cliché dynamique, bon, qu'il soit radiologique ou qu'il soit même de l'IRM, hein, puisque l'IRM, on peut voir le ménisque, hein, on voit souvent
cette antériorité du ménisque. Euh, on le retrouve sur le titane. On le retrouve aussi au niveau de l'impact. Euh, il y a un piège dans les troubles de l'ATM, c'est que un ménisque antérieur, on a souvent aussi, euh, normalement, quand le ménisque est antériorisé, quand il y a une désunion condyloméniscale, quand il est subluxé vers l'avant, on a une ascension et un recul du condyle mandibulaire. Mais le piège parfois, c'est que quand on est en phase aiguë, on va se retrouver avec une hypertrophie du frein rétroméniscal en fait, qui est la lame bilaminaire, hein, euh, et qui en fait a tendance à antérioriser la totalité du condyle. Et donc du coup, radiologiquement parlant ou sur un plan d'une IRM, on voit un condyle plutôt antérieur euh, et ça, par contre, on le retrouve sur l'impact de manière très nette, puisqu'en fait, il y a pas, il y a une douleur à la pression mécanique, puisque le condyle vient écraser la lame bilaminaire. Ok, merci. Je vois que il y a encore une question pour vous. Je vous demande s'il y a un avantage du titane par rapport au myoton en termes de reproductibilité des mesures. Alors, malheureusement, je connais pas le Newton. Myoton. Ok, Donc, je ne peux pas répondre à la question, je suis désolé. ok. J'ai beaucoup de mal à trouver un appareil qui correspondent à mon activité, si vous voulez. Mhm, Parce que à la fois, on travaille sur l'occlusion, mais à la fois, je règle pas moi-même l'occlusion, hein, puisque c'est le chirurgien dentiste qui le fait. Mais moi, ça me permettait d'évaluer le trouble et surtout euh, d'amener le patient dans un état où le chirurgien dentiste allait pouvoir le prendre en charge et affiner l'occlusion lui-même, mais une fois qu'on a corrigé les perturbateurs à distance. Et c'est ce que je voulais surtout montrer là-dessus, parce que pendant longtemps, je me suis un peu heurté avec alors, le dentiste avec qui je travaille, non, forcément, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. En revanche, il y a des dentistes qui allaient très rapidement vers des meulages sélectifs, très rapidement par des mises en sous-occlusion, que ce soit sur des prothèses implantoportées ou non d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte que cette notion proprioceptive est capitale parce que, en fait, le patient, lui, va chercher une position d'information. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est-à-dire que ces parafonctions, elles sont induites par une perturbation de l'information elle-même. Et en gros, le système, s'il s'informe pas correctement, il va chercher des biais et des stratégies pour s'informer. Voilà, c'est pareil que quelqu'un qui se casse le bras, à un moment donné, s'il perd sa notion de proprioceptive, ben, son premier réflexe, c'est de mettre le bras contre lui-même, mhm, pour multiplier les points de contact et pour essayer de s'auto-informer différemment. Et c'est en ça que des fois, demander à un patient de se relâcher, mettre une gouttière, il y a des cas où ça marche pas. Et ça marche pas parce que justement, le problème n'est pas le serment en lui-même. Le problème, c'est que le serment répond à une problématique proprioceptive perturbée, quoi. ok. Merci. Alors, après, je pense que si quelqu'un de vous souhaite avoir une discussion clinique plus approfondie avec Monsieur Coste, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous ai écrit euh, mon adresse dans le chat et je ferai en sorte de vous mettre en contact avec Monsieur Coste. Comme ça, voilà, si quelqu'un souhaite approfondir le sujet. Moi, je vous remercie, Monsieur Costa, pour le webinaire. Félicitations pour la présentation. Je suis heureux hein, que vous ayez été si nombreux à participer à ce webinaire avec une approche différente par rapport à ce qu'on a fait un peu l'année passée, sur plutôt concentré sur tout ce qui était lié au domaine exclusivement dentaire. Donc, voilà, merci encore Merci à à tout le monde.
Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des questions par mail. Vous avez mon adresse et voilà, si quelqu'un souhaite aussi comprendre un peu mieux comment ça fonctionne le logiciel et savoir quelque chose de plus sous le Titan, je me tiens à votre disposition. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci.